Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Midi et demi, bienvenue dans ce live startup en direct sur Décideur TV et Madines. Tous les mercredis, la parole est donnée aux entrepreneurs dans cette émission. À vous, tout d'abord, vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat à côté de cette vidéo, mais également à nos invités, fondatrices et fondateurs d'entreprises, qui vont nous raconter leurs anecdotes de parcours. Et aujourd'hui, nous allons voir, avec des études de cas précises, comment attirer l'attention des journalistes et des blogueurs dans cette émission que nous avons intitulée « Comment gérer les relations presse de sa start-up ». Anne de Forsan, bonjour. Bonjour. Alors, après 20 ans de carrière dans la communication et le marketing, dans des groupes plutôt orientés high-tech, vous avez fondé en mars 2010 Stories Out, qui est justement une agence de relations presse pour les startups innovantes. Et vous intervenez également à l'incubateur Télécom Paris Tech. Absolument. Voilà. Alors la semaine dernière, avec Olivier et Mathieu, nous parlons d'une start-up dans laquelle il avait investi. Cette start-up, c'est 1001 Pharmacie et son cofondateur, c'est Cédric Conny. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous définissez comme un pharmacien entrepreneur. Vous avez lancé fin 2011 1001 Pharmacie en attendant que se profile la libéralisation du marché du médicament. Et cette dernière est advenue le 12 juillet dernier, date à laquelle il est autorisé d'acheter des médicaments sans ordonnance en ligne. Exactement. Alors vous, 1001 Pharmacie, c'est ça, c'est un e-commerce pour la pharmacie. Racontez-nous un peu, en quelques mots. Alors comme Olivier et Mathieu était présents sur le plateau, on va reprendre les termes. Ouais. Finalement, c'est un price minister de la pharmacie. Ouais. Et donc, on permet à des vendeurs qui sont les pharmaciens de vendre tous leurs produits de santé de manière très facile en se connectant directement sur leur logiciel de gestion. Mm-hmm. Donc comme vous l'avez dit, on a commencé en leur permettant de vendre des produits de parapharmacie. Ouais. Tout ce qui est cosmétique, ce qui était autorisé à l'époque. Et maintenant, on va s'orienter en plus vers la brique médicaments non soumis à ordonnance. Alors, on va commencer justement avec vous cette émission sur les relations presse, Cédric. Alors, qui dit ouverture du marché dit forcément beaucoup de concurrence, parce que beaucoup flairent le filon comme vous. Mais cette actualité, ça vous a également aidé puisque vous êtes intervenu sur beaucoup de médias. Alors, j'en passe, mais le Grand Journal de Canal+, Le Figaro, Le Monde, France 2, TF1. Bref, comment est-ce que vous avez fait, pour répondre à la question de cette émission, pour gérer vos relations presse ? Alors déjà, la chance qu'on a eue, mais qui était voulue en fait, c'était d'être présent au timing parfait. Ouais. On était le seul acteur à proposer cette solution quand la législation a évolué et nous a permis enfin de pouvoir vendre du médicament en ligne. En fait, on a créé notre start-up en se basant sur une potentielle ouverture du marché. Donc, il y avait un certain risque, mais finalement, risque qui a été payant. Ouais. Et bon, finalement, toute la difficulté a été de saisir l'opportunité et aller catcher les premiers journalistes. Ouais. Et finalement, après, derrière, il y a eu un effet boule de neige parce que quand on parle d'une actu chaude, tout le monde veut en parler. Alors justement, si on prend un exemple très concret, le Grand Journal par exemple, en Access Prime Time sur Canal+, donc grosse audience, comment est-ce que ça s'est passé très clairement? Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez envoyé plein de communiqués de presse, que vous les avez harcelés au téléphone? On n'a rien fait du tout. Ah. On a eu la chance d'avoir premièrement Le Monde qui reprend tout le concept de 1001 Pharmacie et qui nous cite. Ouais. Qui nous cite comme référent au niveau d'Internet sur la vente en ligne de médicaments et de produits de santé. Et derrière, c'était le Grand Journal qui voulait en faire une actu, donc qui a vu l'article, qui m'a contacté directement. D'accord. Donc c'est un contact direct qui a ensuite débouché sur une deuxième émission, la nouvelle édition de Canal+. Et là c'est pareil, il n'y a pas de relation RP, ça a été la nouvelle édition qui a vu le Grand Journal. Et qui, donc au final c'est par capillarité, au final vous arrivez à… Anne, quand vous avez lancé votre start-up, vous, comment… Parce que forcément, là je parle à l'entrepreneuse, on connaît l'adage, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que vous avez appliqué les méthodes que vous vendez, relations presse? Oui. Non, évidemment pas. Évidemment pas. En plus, c'est un peu compliqué. Ce que j'ai appliqué, la première chose que j'ai appliquée, c'est créer une entreprise sur un secteur qu'on connaît bien. J'avais déjà créé une entreprise sur un secteur que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Toujours dans les relations presse, mais dans le monde du spectacle. Ce n'est pas une réussite phénoménale. Ouais. Voilà. Donc j'ai créé une société dans un monde que je connais bien, qui est le monde informatique. Et là, on se rend compte d'une chose absolument incroyable, c'est que le réseau qu'on a, alors évidemment, ça fait quelques années que je travaille dans l'informatique, mais ce réseau-là existe. Ouais. Et
à des ressources qu'on est mais vraiment complètement insoupçonnées, quoi. Des gens me rappellent que j'ai pas vu ou entendu depuis 10-15 ans. D'accord. Donc voilà. Alors, on a déjà beaucoup de questions d'internautes qui arrivent. Je prends par exemple BP Griot qui nous demande, alors je pense que c'est pour Cédric, quel budget consacrez-vous au RP ? Bon, je peux le dire de manière tout à fait ouverte. Ce qui a été bien au niveau de notre attaché de presse, donc, qui est indépendant, c'est qu'il nous a permis de travailler de manière progressive avec lui. C'est-à-dire qu'on a commencé sur un budget qui était de 1 000 € par mois et qui s'occupait uniquement de la rédaction et du suivi de la communication de nos CP directement aux journalistes. Maintenant, on travaille sur une base de 2 500 € par mois avec une relance constante de tous les journalistes qui ont reçu le communiqué de presse. D'accord. Donc, c'est un budget qui, au niveau des différents devis que j'avais eus, est très correct parce que ça allait de 2 500 € jusqu'à 10 000 € en fonction des agences. Anne, il y a beaucoup de questions justement sur les agences de relations presse. Alors la première question, c'est est-ce qu'il faut le faire tout seul au début ou passer par une agence de relations presse? Mais vous comme vous êtes agence… C'est pas la bonne question pour commencer, je pense. Allez-y. La vraie bonne question pour commencer, c'est on parle de start-up, donc on a un seul produit. Et on parle de relations presse, donc on parle d'une campagne dans le temps. Ouais. Okay, donc il y a une espèce d'antinomie, j'ai un seul produit, donc je vais avoir une annonce produit. Qu'est-ce que je vais raconter après mon premier communiqué? Donc la première vraie question, c'est se dire, ok, partons sur une potentielle campagne de 4 à 6 mois. Quelles sont les 4 à 6 annonces que je suis capable de faire? Une par mois, vous conseillez, vous, c'est ça? Oui, une annonce toutes les 4 à 6 semaines, c'est pas mal. Okay. Voilà, si ça, on peut pas répondre à cette première question. Marocco, c'est on n'est pas encore mûr. D'accord. Une fois qu'on a ces 6 annonces, qu'on sait globalement qu'on va faire un salon, qu'on va avoir une levée de fonds, qu'on va lever, voilà, qu'on a plusieurs éléments, là on peut y aller. Et en interne, ça marche aussi très bien, il faut juste du temps. Ouais. Parce que la valeur ajoutée d'une agence, c'est la relation avec les journalistes et le temps qu'on y consacre. Alors, il y a une des spécificités pour Mille et une Pharmacies, c'est que c'est vous le porte-parole vraiment de Mille et une Pharmacies. À chaque fois, c'est vous qu'on voit dans les médias. Est-ce que c'est une stratégie justement pour vous d'incarner l'entreprise, de l'humaniser, le fondateur c'est à lui qui doit consacrer du temps aux journalistes, c'est ça? On me voit assez souvent, mais on voit aussi quelquefois mon associé. Mais c'est vrai qu'on a vraiment tenté d'humaniser la pharmacie en ligne et finalement d'humaniser ce côté, il y a un pharmacien derrière le site internet, il y a un pharmacien qui vous livre les médicaments parce que ça correspond beaucoup à notre stratégie. Mais au-delà de ça, finalement, les journalistes, ils veulent un référent. Ils veulent s'adresser à une personne qui est connue par rapport au secteur d'activité. Et je reprends ce que Anne vient de dire. Nous, notre stratégie, ça a été de dire, bon, on communique d'abord sur Mille et une Pharmacies, notre modèle. On a eu de la chance derrière, on a pu communiquer sur une levée de fonds. Et ensuite, comment je fais pour communiquer dans la durée? Parce que c'est vrai qu'en plus, nous, on est sur un rapport d'à peu près 2 communiqués de presse par mois, donc il faut apporter de l'information aux journalistes. Donc on s'est dit, on a des chiffres, on a des métriques, on sait que maintenant, avec notre site internet, il y a des internautes qui achètent, qui sont à Paris et à Marseille, qui achètent 1-2 fois par mois. C'est des données qui peuvent intéresser des journalistes pour écrire un papier sur la consommation en ligne de tel et tel produit. Alors, ce qu'on disait justement en préparant cette émission, c'est que vous faisiez pratiquement un message par type de média, c'est-à-dire il faut adapter le message en fait aux médias auxquels on s'adresse, c'est ça que le conseil de base évidemment. Bien connaître les journalistes, pas envoyer un gadget bébé à un journaliste de CIO Online, en général la réception n'est pas terrible. Donc bien connaître les journalistes et effectivement, quand on fait, si on prend l'exemple de Cédric, on dit la consommation des médicaments évolue de telle façon, on imagine très facilement qu'un média spécialisé pharmacie aura besoin d'informations plus détaillées qu'un hebdo féminin ou qu'un gratuit. Donc ce n'est pas les mêmes niveaux d'information et ce n'est pas la même façon de présenter la même information en effet. Alors Jean nous demande, la formule newsletter est-elle efficace? Les journalistes sont sans cesse sollicités par des newsletters. Est-ce qu'au lieu de faire un communiqué de presse, faire une espèce de newsletter journaliste, est-ce qu'il y a une grande différence? Je comprends de la question. Je la reformule pour juste donner la réponse, la réponse qui me vient à l'esprit. Une newsletter, pour moi, ça sous-entend qu'il y a plusieurs thèmes. Donc une agence peut faire les nouveautés de ses clients, certes. Je ne suis pas très en faveur.
je trouve que ça noie un peu le poisson et une entreprise qui a une notoriété un peu plus importante prendra le pas sur une start-up qui a une super idée, mais on travaillera plus sur le nom de la boîte. Donc non, je ne suis pas tout à fait en faveur. Si on peut formuler la question de Jean différemment, peut-être que tu pourras mieux répondre que moi, mais c'est vrai que mon attaché de presse me dit toujours il ne faut surtout pas envoyer un communiqué de presse le mercredi, ça part toujours le lundi matin, et donc il y a peut-être un timing à respecter, parce que bien sûr les journalistes prévoient leur article pour la semaine à partir du lundi matin, donc il ne faut pas rater son timing. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, les jours d'envoi de communiqués? C'est une vraie réalité, et ce qui est drôle, c'est que j'envoie jamais rien le lundi matin. Ouais. J'avoue, je reçois très peu de communiqués de presse le lundi matin. En fait, j'évite le lundi et le mercredi, donc c'est mardi ou jeudi chez nous. D'accord. Mais donc on a quand même tous la notion qu'il y a des moments favorables et d'autres moments moins favorables. Ça dépend vraiment de la cible. Alors Jean me demande pourquoi le lundi matin. Les journalistes ne sont pas réveillés. Qu'est-ce qui se... Pourquoi j'appelle pas le lundi matin? Parce que par défaut, dans la plupart des entreprises et les médias par extension, c'est quand même la journée des réunions et des rédac chefs et etc. Donc l'attention span, enfin la capacité d'attention est moins importante, je trouve. Laurent nous dit, faut-il payer des blogueurs? Alors ça, c'est aussi la question des blogueurs. Est-ce que vous avez recouru au début à... On le fait beaucoup, parce que notre cible d'acheteurs, déjà, c'est 70% de femmes. Donc les blogueuses ont un intérêt pour relayer notre message. On ne les paye pas directement. On a des produits, donc on leur propose des produits à tester, sur lesquels elles écrivent ou elles n'écrivent pas. On n'oblige pas. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les blogueuses. D'accord. La relation avec les blogueurs, est-ce que vous voyez dans vos clients, est-ce qu'il y a des choses spécifiques ou des... Je vois plus beaucoup de différence entre un journaliste et un blogueur. Ah oui, d'accord. Donc on travaille avec tout le monde sensiblement de la même façon. C'est juste la relation qu'on a établie avec chaque individu qui diffère. Alors on a beaucoup de questions justement, je pense à celle de Nicolas par exemple. Vaut-il mieux internaliser la RP ou passer par des freelances, des agences? Quel est l'avantage compétitif des agences par rapport à une internalisation? Elles sont, à mon avis, de deux natures. Un, la connaissance et la relation qu'on a et qu'on établit avec les journalistes, parce qu'on les a quand même toute la journée au téléphone. Et deux, c'est le temps qu'on va y passer. Donc le faire en interne, oui, c'est possible, bien sûr que c'est bien aussi, sauf que, mais ça implique d'y consacrer vraiment du temps. Et en aucun cas, c'est viable si c'est le CEO qui dit je fais les RP, parce que il ne va jamais avoir le temps de rappeler tous les journalistes, d'établir cette relation. En revanche, être dispo pour tous les entretiens, ça c'est possible. Et puis, tu as certainement quelques journalistes avec lesquels tu as des relations directes aussi. Il y a les premiers journalistes avec qui j'ai des relations directes, notamment des journalistes locaux, région montpelliéraine, parce que finalement, c'est les premiers journalistes avec lesquels j'ai commencé et j'ai un contact direct. Mais ce que tu disais, c'est vraiment le cas. C'est qu'il ne s'agit pas d'envoyer un communiqué de presse à l'ensemble des journalistes le mardi ou le jeudi ou même le lundi. Derrière, il faut les appeler, il faut les connaître, il faut les relancer. Le journaliste qui reçoit 10 articles, c'est un être humain, donc il va préférer communiquer sur le communiqué de presse de son pote ou de la personne qu'il connaît plutôt que d'une start-up qui vient de se lancer. Justement, au début, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui font eux-mêmes leur base de données de journalistes, ils regardent les ours des magazines, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait au début, vous, quand forcément on lance avec peu de moyens? Regardez tous les journalistes de tel secteur, etc. Est-ce que c'est... On ne l'a pas fait au niveau d'une base mail. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait déjà cherché des blogueuses du domaine de la beauté au niveau de Twitter. Et on avait beaucoup travaillé avec Twitter au début avec les journalistes pour leur lancer des tweets et les accrocher comme ça, mais pas du tout et ça a par marché. mail. Il y a une question justement d'un invité qui demande et Twitter pour contacter les journalistes, est-ce que ça a marché pour vous? Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça ne marche pas, donc je ne peux pas faire de généralité, mais il y en a pour certains avec qui ça marche. D'accord. Pour contacter le journaliste, quelle est la meilleure comment est-ce que vous faites? Vous avez... Téléphone, mail, Gtalk, Skype, Twitter, là où ils sont disponibles et ce qu'ils préfèrent comme mode de fonctionnement. Alors le paradoxe, je me faisais la réflexion récemment, c'est que ma limite, c'est que j'envoie pas de SMS. Je trouve que ça, c'est une intrusion, alors que le reste... Et entre guillemets, le harcèlement, parce qu'il y a des fois des attachés de presse qui appellent toutes les semaines ou vraiment relancent tout le temps.
la limite entre le harcèlement et le... Est-ce que ça paye des fois? À partir du moment où on appelle ça harcèlement, j'ai tendance à dire non. Après, tu as un autre exemple avec, la personne qui est ton attaché de presse aujourd'hui, mais ce n'est pas du harcèlement, c'est appeler régulièrement, et puis si on tombe mal, on rappelle, mais être dans une relation négative comme ça, non, je pense que ce n'est pas efficace. Mais tu me disais qu'il t'appelait régulièrement. Sans aller jusqu'à harcèlement, c'est vrai que avant de me lancer Mille et une Pharmacie, j'étais rédacteur sur TechCrunch. Donc ce qui est assez sympa, c'est que finalement notre attaché de presse maintenant, c'est celui qui me contactait le plus souvent et qui me relançait tout le temps. Et je me disais, bon, ben, elle fait bien son travail. Il fait bien son travail. Il fait bien son travail, il me recontacte et finalement à la fin, je me dis, bon, je vais écrire son article. Donc j'ai décidé de travailler avec lui au lancement après. Luc nous demande comment fait-on rêver les journalistes aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il faut, dans le communiqué par exemple, est-ce qu'il faut angler entre guillemets différemment? Est-ce qu'il faut se positionner pour faire un sujet décalé? Comment est-ce que vous avez agi, vous, pour qu'on parle de vous? Nous, c'est vraiment du rêve et je pense que le mot n'est pas de trop. C'est que je ne sais pas si le journaliste maintenant est trop sollicité ou est feignant, mais ce que je remarque, c'est qu'il faut se mettre à la place du journaliste, un journaliste beauté, qu'est-ce qui l'intéresse, sur quoi il va pouvoir communiquer, et finalement lui envoyer un communiqué de presse tout fait, tout préparé, comme si c'était son article qu'il n'avait plus qu'à copier-coller et à mettre en ligne. Et on a des communiqués de presse qui ont été repris 10-20 fois sur différents médias. Et c'était ça, c'est qu'à chaque fois, ils ont quasiment fait un copier-coller. Donc, il faut avoir des chiffres qui percutent, il faut avoir une accroche percutante qui va plaire au lecteur. Et après, pas partir dans des détails. Simon nous demande quel contenu. Alors, quid des publications d'infographie, de baromètres? Est-ce qu'il faut aller au-delà de la simple information sur son entreprise Absolument. Oui. Absolument. Non, mais c'est ce qu'on disait. On est une start-up, on a un seul produit. Donc, si on se cantonne à la fonctionnalité 1.033, enfin bon, voilà. C'est pas très passionnant. En revanche, il y a plein d'autres moyens de faire parler de soi. Les baromètres, c'est une super idée. C'est donner des chiffres qu'on est les seuls en tant que start-up à connaître parce que nos clients achètent de la parapharmacie en ligne, etc., etc. Les infographies, on en a fait récemment pour Write That Name, ça marche très très bien. Donc oui, il faut être le plus créatif et le plus malin possible pour faire en sorte que la marque soit dans l'esprit des gens sous des formats différents. Alors Doom nous demande à quelle fréquence. Alors on y a répondu, hein. Vous dites, entre 4 et 6 semaines, vous dites que c'est à peu près bien de toujours, pour être dans la tête des journalistes, c'est ça? Un minimum, et tu disais, toi, deux communiqués par mois. Nous, il y a une fréquence qui est un peu plus régulière. Pour en revenir juste à cette question de baromètre, finalement, nous, c'est le communiqué qui a le mieux marché. Ça a été baromètre des médicaments top et des médicaments flop, les plus et les moins recherchés par les internautes sur Internet. Donc c'est assez simple comme information. Et à l'inverse, le communiqué qui a le moins marché, est-ce qu'il y a des choses qui accrochent moins, entre guillemets, vous avez fait des tests et ça n'a pas trop pris? C'était un communiqué finalement qui accrochait pas avec les journalistes, c'était un peu trop corporate. C'était un partenariat avec une grosse entreprise et c'est vrai que ça n'a pas marché. Alors, Hub nous demande comment et où trouver les numéros de téléphone des journalistes. Vous les avez, je pense, vous avez une base de données Il y a des bases de données, effectivement. Je pense que la plupart des attachés de presse et des agences ont des abonnements à ces bases de données. En tant que start-up, c'est beaucoup trop cher. Alors peut-être que certains, et ça serait bien, c'est entre 2 et 4 000 euros par an en abonnement, je trouve. Enfin, c'est vraiment une dépense qui fait du sens pour une agence, mais pour une start-up, je trouve que c'est vraiment énorme. Alors, ça peut être une idée d'ailleurs pour ces gens-là. N'hésitez pas à créer des packs start-up. Il y a l'ours, évidemment. Alors l'ours, c'est le petit, dans un magazine, c'est là où il y a les noms des journalistes qui écrivent dedans. Qui vient de l'anglais en fait, Ours. Donc c'est la liste de tous les journalistes qui ont collaboré à un magazine. Anyway, et petite minuscule. Et puis le bouche à oreille. Demandez autour de vous, vous allez toujours trouver quelqu'un qui sera suffisamment sympa pour vous filer les contacts que vous recherchez. Alors, quid de l'association entre startups pour communiquer? Est-ce que ça vous arrive des fois de vous mettre en lien avec plusieurs startups et de faire des annonces communes? On l'a fait une fois avec Le Vidal, qui est une entreprise plus grosse que la nôtre. Leur communication, bizarrement, a mieux marché que la nôtre. Mais on communiquait sur la même chose. Mais c'est la seule fois où on a tenté l'expérience. Et donc vous n'avez pas voulu reproduire, ça c'était pas... On n'a pas des gros partenariats tous les jours non plus.
Alors vous, j'ai vu une vidéo dans laquelle vous disiez il faut des fois dans un écosystème, c'est ça, suivre un petit peu la... On arrive sur un marché quand on est une start-up où par nature il y a déjà des acteurs. Même si le produit, le service est extrêmement innovant et va changer le marché, on arrive quand même sur un marché où il y a des gens qui existent. Donc ils ont un vocabulaire qui est en place, qui permet aussi d'identifier leur terrain de jeu. Du coup, une des premières recommandations, c'est comprendre et utiliser ce vocabulaire. Et ensuite, on est petit, on n'a pas beaucoup de moyens. L'exemple de Vidal est un super exemple, c'est utiliser la notoriété d'un partenaire plus important. Alors évidemment, ils ont parlé plus de Vidal que de Mille et une pharmacies au démarrage, n'empêche que l'association des deux marques est positive à moyen terme pour Mille et une marques. Donc ce leverage et d'ailleurs pareil, je cherche une bonne traduction pour leverage, mais utiliser une marque plus fameuse, plus populaire que la sienne. Cet effet de levier. Bien joué. Belle traduction. Mais vous êtes franco-irlandais aussi, donc vous trichez un peu. Marianne nous demande, et des réunions, brunch, déjeuner proposés aux journalistes, est-ce que c'est efficace pour les rencontrer et les appâter? Est-ce que ça vous arrive de faire des petits déj de presse ou des déjeuners de presse? Oui, alors on fait beaucoup de conférences et de salons, mais qui sont axés donc pharmacie. Donc là, dans ce type d'événement, on rencontre beaucoup de journalistes professionnels, donc axés pharma. C'est très intéressant, mais uniquement pour de la presse pro dans notre cas. D'accord. Et je fais très peu d'événements donc grand public. Donc là, je ne rencontre pas ce type de journalistes. Alors, il y a une question au tout début d'un internaute. J'ai une information intéressante sur le sujet. Il existe plein de listes d'événements qui se déroulent toutes les semaines. Entre autres, Startup Digest, qui est édité gratuitement par Alexandre Delivet. On a la liste de tous les événements qui se passent à Paris chaque semaine. Il y a forcément des journalistes dans ces endroits-là. Allez-y. Très bon conseil. Une question d'un internaute qui nous demandait, est-ce qu'il y a des grandes différences entre les relations presse pour une start-up ou pour une entreprise, une plus grosse entreprise entre guillemets? Est-ce que vous voyez des grandes différences, vous? Oui, pour travailler aussi bien avec Red Hat, Jaya ou des start-up qui viennent de se créer, je vois bien la différence. Et pour moi, les deux problèmes principaux d'une start-up, c'est arriver, donc, ce qu'on vient de dire, sur un marché où il y a plein d'acteurs qui sont déjà établis, qui sont déjà reconnus. Donc ça, c'est compliqué parce qu'on est petit, on a des petits moyens et une petite voix. Donc il faut un gros porte-voix. Et le deuxième problème, c'est qu'on est start-up, donc on a un seul produit. Et du coup, il va falloir être très malin pour arriver à mettre en place une communication sur le long terme. Ce qui n'est pas le cas d'un SAP ou d'un HP où évidemment, ils ont des annonces. Il y a beaucoup plus d'événements qui se passent. Pierre nous demande quel est l'impact des articles contributeurs pour le fondateur d'une start-up. Alors vous écrivez, je crois que vous écrivez sur des sites, non, votre nom propre. Est-ce que c'est quelque chose qui... c'est juste pour le plaisir de l'écriture Non, c'était pour gagner en notoriété. Donc j'ai écrit beaucoup d'articles justement sur le sujet, la vente en ligne de médicaments. On essaye aussi de régulièrement aller commenter les articles qui parlent du sujet, même si Mille et une pharmacie n'est pas cité. Et ça permet d'acquérir une notoriété par rapport à des experts ou des personnes qui s'intéressent au sujet. D'accord, donc identifier les blogs ou les sites influents et participer grandement là-dedans. C'est génial, sans faute pour l'instant. Non, mais c'est vraiment important. Très bien. Alors, est-ce que on va revenir sur il y a un internaute qui demande la notion de prix. Combien est-ce que ça coûte une agence RP quand on se lance? On a vu l'exemple de Cédric. Vous, la fourchette de prix, c'est comment? C'est quoi les formules entre guillemets? En fait, on travaille toujours sur du moyen terme. On fait très très peu de ponctuel et surtout pas pour des startups. D'accord. Voilà. Donc moyen terme, c'est quoi? C'est 6 mois, c'est ça? C'est 4 à 6 mois. Minimum 4 à 6 mois et ça va de 1 500 à 3 000 euros par mois. D'accord. Chez nous. Ouais. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que au-delà de l'investissement en communication, ça a vraiment un intérêt quand il s'agit de start-up ou de site internet. Parce que nous, ce qu'on a vu par exemple, c'est que ça nous permet d'avoir du référencement naturel au niveau des moteurs de recherche. À chaque fois qu'il y a un backlink, il y a Mille et une pharmacie qui est cité avec un lien, ça nous fait remonter. Et c'est aussi du budget acquisition client qui n'est pas dépensé et qui est plutôt mis en relation presse. D'accord. Au niveau des télés, forcément, là, c'est le média par excellence grand public.
public. Est-ce que vous, des fois, vous avez un peu joué des coudes ou vraiment harcelé, on parle beaucoup de télématin pour les startups notamment, est-ce que vous avez beaucoup harcelé les productions pour assister à des émissions? Alors, c'est pas mon job, c'est le job du RP. Donc, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas trop comment il se démène en coulisses pour justement m'avoir toutes ces télés. Non, en tout cas, moi, j'ai eu la chance de surfer sur l'actualité et donc de ne pas avoir à jouer des coudes pour… Parce qu'on a Catherine Barba qui était venue dans cette émission qui nous disait, moi, je conseillerais aux startups de vraiment de tout faire pour avoir une télé. C'est vrai que ça ancre plus le message. Est-ce que c'est votre avis aussi, Anne? Oui, bien sûr. Et en même temps, il y a un effet absolument merveilleux dans les télés. Tu disais tout à l'heure, à partir du moment où on passe dans une télé, il y a quand même un effet boule de neige qui est assez systématique. Donc oui, il faut faire tout ce qu'on peut, mais effectivement, Télématin, c'est drôlement bien, mais il n'y a pas que Télématin. Ouais. Retour sur investissement des relations presse. Est-ce que Cédric, vous voyez des effets, par exemple, dans des publications? Est-ce que le lendemain d'une grande publication, vous avez des booms sur votre site? Enfin, comment est-ce que est-ce que vous mesurez ça? On le mesure. Quand on sait qu'on va faire un Canal+, on met des serveurs supplémentaires pour tenir la charge. Le record qu'on a fait, c'était 16 000 visiteurs supplémentaires dans la journée. Donc, après l'émission de Canal+, justement? Non, Canal+ seul était autour des 6 000. D'accord. C'était une journée cumulée avec plusieurs médias. Bon, il y a bien sûr un retour sur investissement qui se fait au niveau du référencement naturel, au niveau des moteurs de recherche. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de curieux. Quand on fait une télé, c'est des gens qui viennent, qui voient le site, qui n'achètent pas, mais qui derrière sont venus au moins une fois sur le site et qui vont peut-être être amenés à revenir. Et nous, ce qu'on voyait au niveau des visites, alors j'ai encore du mal à comprendre, mais c'est par exemple, on est sur un nombre de visites données, imaginons 4000 visites jour. On a un gros pic dans la journée et après ça redescend, mais on reste sur 4500. Donc il y a eu un gap de 500 qui est gagné et qui ne va plus bouger. Intéressant. C'est de l'acquisition pure. Donc c'est acquisition, notoriété. Alors FR nous demande quid de la communication pour start-up française à l'étranger. Alors on en parlait justement. Alors, c'est votre sujet. Oui, autre sujet. C'est vraiment, vraiment compliqué pour une start-up. C'est pas impossible, hein, mais c'est compliqué à deux titres. Quand on est une start-up française, par nature, à moins effectivement quand on est franco-irlandais ou probablement l'anglais peut faire partie de sa langue maternelle, on peut bien parler anglais, mais écrire anglais, c'est vraiment une marche supérieure. Écrire du bon marketing en anglais, c'est encore une étape supérieure. Donc la problématique d'une start-up en France, c'est avoir un produit à minima en anglais, voire en français quand même pour son marché. Donc ça fait 2 langues, un site en 2 langues, des communiqués de presse en 2 langues, donc c'est des coûts qui sont quand même assez phénoménaux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est celui des fuseaux horaires. Quand on est en France et qu'en plein milieu de la nuit, TechCrunch, qui est le blog de référence IT dans le monde, sort un article un peu irritant à 1h du matin, on a du mal à être réactif. Donc ça, c'est un vrai souci. Et ça nous est arrivé une fois avec Write That Name. On a eu la chance d'être là au moment où c'est sorti. On a pu canaliser immédiatement, être avec la journaliste en ligne, mais vraiment coup de chance d'avoir été debout à cette heure-là. Parce qu'ils ne préviennent pas forcément. Les journalistes ne s'appellent pas pour dire que l'article est en ligne. Alors Gilles, toujours un peu dans cette veine, comment avoir un article sur TechCrunch, The Verge, Mashable, qui sont des publications en effet internationales. Est-ce qu'il y a des méthodes particulières ou il faut avoir un local, c'est peut-être plus… Non, alors on a régulièrement pour nos clients des articles dans TechCrunch, The Verge, Macworld, donc c'est pas notre langue naturelle, c'est pas notre langue maternelle. On y arrive. Ça dépend vraiment du type d'annonce. Une levée de fonds, à 99%, ça passera. Un produit franchement novateur, ça passera. Un gros partenariat, un rachat, ça passera. Donc ça dépend vraiment du degré d'information et de la façon dont on le rédige. Donc on revient à la problématique de la localisation. On est au-delà de la traduction, là on est vraiment dans la localisation des infos.
Très bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses à nos internautes, ces bonnes pratiques à mettre en place dans vos startups respectives désormais. Bon vent à vous pour vos startups. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Marc Assetto, l'ex-patron de Google France qui a lancé sa startup, et également Nicolas Bergerot de l'Atelier des Chefs. On va voir comment entreprendre peut permettre de changer de vie. À la semaine prochaine!